Alors, bonjour tout le monde. Pour la newsletter de Roteco du mois d'octobre, nous avons la chance d'avoir Sabrina Chapuis, qui est enseignante au secondaire. Donc, cela veut dire de la 9e Armos à la 11e Armos depuis 16 ans. Et elle a une formation de semi-généraliste avec comme branche les maths, les sciences, les travaux manuels, l'approche du monde professionnel et OCOM de robotique et une OCOM de durabilité. Elle est également coach des équipes scolaires qui participent au concours de la First Lego League. Elle collabore régulièrement avec des classes du primaire pour divers projets, dont des projets de robotique pédagogique. Et puis, elle fait partie également de notre communauté, vu qu'elle a participé comme speaker à l'un de nos after-work avec la thématique des maths dans la robotique. Et je crois que c'était thématique Cubo, si je ne me trompe pas. Alors, Sabrina, tu es enseignante depuis 16 ans à Bussigny. Comment Et, est-ce que tu es arrivée justement dans le monde de la robotique éducative? À quel moment de ta carrière? Comment c'est arrivé? en fait, je rigole souvent en disant que je suis une sorte d'Obélix qui est tombé dans la marmite une fois et qui n'a pas voulu en ressortir parce que je m'y sens tellement bien que je ne veux pas partir. Mais en fait, c'est par un heureux hasard que j'ai commencé à faire de la robotique. Je faisais déjà pas mal de mécanismes aux travaux manuels avec mes élèves et puis mon doyen de l'époque a reçu un flyers pour les concours de la WRO et il me l'a donné en me disant « Ah bah tiens, peut-être que ça va t'intéresser ». Alors, je me suis rendue à une séance d'information en Argovie. J'ai découvert à ce moment-là les Lego Mindstorm, la programmation encore avec l'ancien programme. De fil en aiguille, en fait, j'ai trouvé le concours de la FLL à l'EPFL avec quelques élèves motivés. J'en avais pas beaucoup à cette époque, j'en avais que 5. Et finalement, que 3 qui ont participé au premier concours avec moi. On s'est lancé dans l'aventure un petit peu voilà, comme on saute à l'élastique. Et depuis, en fait, ça a démarré et on ne s'est pas arrêté. Et il y a de plus en plus d'élèves qui ont voulu en faire parce qu'ils ont vu que c'était chouette, les élèves ont parlé entre eux. Et puis là, maintenant, on est à, je ne sais pas le compte exact, mais actuellement, cette année à Bussigny, on doit être à plus de 50, 60 élèves qui font de la robotique, en tout cas avec moi, sur ce début d'année. Sabrina, mais justement, tu n'as pas un profil ingénieur ni roboticienne. Est-ce que c'est difficile, entre guillemets, en tant que simple enseignante, de t'avoir lancé là-dedans, en fait? Alors, il ne faut pas avoir peur de faire le premier pas, ça c'est sûr, parce que c'est vrai que c'est un petit peu effrayant. Moi, c'est ce que je me suis dit au début, je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai pas fait l'IPFL, j'ai pas fait des études d'ingénieur, j'y connais pas grand-chose. Et pour ce qui est en tout cas de la First Lego League, le programme, il est vraiment extrêmement bien fait. Les modules d'apprentissage qui sont disponibles sur les logiciels permettent même à quelqu'un qui n'a jamais fait ça de s'en sortir, en tout cas pour le démarrage. Et la communauté de la First, en fait, est vraiment basée sur l'échange, sur le mentoring et essayer de partager les connaissances qu'on a. C'est vraiment quelque chose, c'est une des valeurs qui est vraiment mise en avant. Et les équipes le font assez spontanément. Si on voit que quelqu'un est en galère ou comme ça, on peut demander de l'aide. Il y a vraiment sur les réseaux aussi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors des concours, on crée facilement des liens en fait, avec les autres équipes. On montre ce qu'on a fait, on dit « Ah, mais toi, tu fais comment? Ça a l'air intéressant. » Et la plupart du temps, c'est vraiment dans cet esprit-là que ça se passe. Ok. Et puis, parlons un petit peu plus, allons en profondeur sur la First Lego League. Euh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et puis, par exemple, si un enseignant ou une enseignante a envie de faire comme toi, est-ce qu'il y a une procédure à suivre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu parlais justement que les modules sont bien faits. Est-ce qu'il y a un site web? Parle-nous un petit peu du cheminement, en fait, qu'un enseignant pourrait faire justement pour devenir coach. Alors, je vais déjà t'expliquer ce que c'est peut-être la First Lego Mhm, League, puis après, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour y participer. mhm. La First Lego League, c'est un programme international de robotique. Ça veut dire que partout dans le monde, sur la même période donnée, on va avoir les mêmes tâches à accomplir, on va avoir à travailler sur le même sujet, qu'on soit donc ici en Suisse, qu'on soit au Japon, qu'on soit aux États-Unis, on va vraiment réfléchir sur la même chose, on va avoir la même chose à faire. Donc la First Lego League, c'est vraiment un programme qui va prendre des enfants et les mettre à la place comme de petits ingénieurs
Ils vont avoir chaque Ok. année un thème. Par exemple, le thème de cette année, ça va être la production, le transport et la consommation d'électricité. Une année précédente, ça a été sur l'eau, une autre année sur les déchets, sur le transport, sur les villes de demain. Chaque fois, c'est vraiment un thème qui est en relation avec quelque chose de concret. Et on va demander aux enfants, donc il y a plusieurs choses à faire, mais on va demander aux enfants déjà de, de s'intéresser au sujet, donc d'en apprendre un petit peu plus, et puis d'essayer de développer une nouvelle idée dessus. Parce que voilà, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que la First Lego League, ce n'est pas que de la robotique. Il y a bien Ok. sûr une grande partie de robotique, mais ce n'est pas que ça. Il va y avoir déjà un projet de recherche, comme je viens de le dire. Il va falloir s'intéresser au sujet. Par exemple, sur l'électricité, on va se demander, par exemple, on va peut-être étudier les barrages, on va peut-être étudier les panneaux solaires, notre consommation électrique, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux dans notre école? Est-ce Mhm. qu'on invente un truc qui n'existe pas? Est-ce qu'on prend quelque chose qui existe, puis on essaie de le modifier, de l'améliorer? Donc, les enfants, ils vont devoir faire ce projet de recherche et le présenter devant un jury. Parallèlement à ça, bien sûr, qu'il y a toute la partie robotique. Ils vont devoir, à partir de pièces de Lego technique, que ce soit avec des EV3, donc l'ancienne génération, même celle d'avant encore, ou la nouvelle génération des Spike, Mhm. ils vont devoir construire un robot, ils vont devoir construire des attachements, des choses, des mécanismes qui vont permettre de faire des missions. Les missions, en fait, on les connaît à l'avance. On reçoit en août, en fait, un tapis avec des missions. Il y a un certain nombre. Et le but, c'est qu'en 2 minutes 30, on fasse le maximum de missions. Le robot, on a D'accord. le droit de le toucher que dans une certaine zone. Le reste du temps, le robot doit être autonome. Donc, il faut le programmer par rapport il y a des lignes, par exemple, qu'on peut suivre. Soit on met des capteurs, soit on fait plutôt un côté mécanique, on va faire des accessoires ou peut-être des choses qui poussent. Mais on ne peut pas le toucher, le robot, quand il est parti sur le terrain. On peut le faire revenir, on peut le manipuler, le faire repartir, mais on ne peut pas le télécommander. C'est vraiment de la programmation. Et du coup, les enfants vont devoir créer ce robot à l'avance, bien sûr. On va pouvoir s'entraîner à la maison. Et justement, je parlais de ce logiciel, par exemple, le Spike, il a beaucoup de tutoriels qui permettent d'apprendre à conduire ce robot. En tout cas, pour les bases, on trouve beaucoup de choses aussi sur Internet. Sur le net. Ok. Exactement, oui. Mhm. Autant pour la programmation que pour la construction, il faut être un peu curieux, en fait. Il faut oser faire des choses. Et donc, les enfants, ils auront le projet de recherche. Ensuite, ils vont devoir expliquer comment est-ce qu'ils ont construit leur robot, comment est-ce qu'ils l'ont programmé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils ont modifié, où est-ce qu'ils ont eu des difficultés. Finalement, ce qui est intéressant, ce n'est pas que le robot marche ultra bien. On est quand même content si ça marche ultra bien. Mais c'est le cheminement qui compte. Qui fait. Ouais. Ça c'est vraiment valorisé. C'est le cheminement qu'on a fait pour arriver au but, on va dire. Ensuite, il va y avoir, avant l'épreuve reine, il y a aussi une autre catégorie qui est très importante à la First Lego League, c'est l'esprit d'équipe, c'est le travail d'équipe. Tout au long du concours, des présentations, des matchs de robots, les arbitres et les juges vont regarder un petit peu comment les enfants ont collaboré, comment est-ce qu'ils fonctionnent ensemble en leur posant des questions, des fois en leur proposant une tâche qui n'était pas prévue. Et ils vont regarder voilà, s'ils sont dans la collaboration, s'ils sont dans l'entraide, est-ce que c'est bienveillant, etc. Et la dernière épreuve, qui est l'épreuve reine, on va dire, c'est bien évidemment les matchs de robots. On appelle ça match, mais c'est plutôt le jeu du robot, parce que les robots ne vont pas s'affronter directement. Ouais. On appelle ça match, mais finalement, c'est des sessions de mission, si on veut bien. Il n'y a pas de contact entre les robots adverses. On va avoir 3 matchs de 2 minutes 30 pour pouvoir essayer de faire le maximum de missions. Et sur ces 3 matchs, c'est le meilleur qui est compté pour les qualifications. Et après, il y a des demi-finales, finales, etc. Et puis, Sabrina, c'est quel âge, en fait, Alors, que les élèves, enfin, que les enfants peuvent participer à la First Lego League? Et tu parlais d'équipe, donc ce travail d'équipe. Combien d'élèves par équipe sont permis? Est-ce qu'il y a un minimum, un maximum? il y a pour les tout petits, mais ça, je ne m'en occupe pas encore. Je ne dis pas encore, ça risque d'arriver un jour. Mais moi, je m'occupe surtout de la catégorie Explore, qui est pour les primaires, on va dire.
c'est depuis 7 ans jusqu'à 10 ans. Les enfants doivent avoir 7 ans révolus à 10 ans. Et ça fait à partir de la fin de 3e, début de 4e, jusqu'à peu près en 7e. Ça fait à peu près ça. Et dans ces équipes, il faut être minimum 2, en tout cas pour les explores, et maximum 6. C'est le nombre assez idéal, 6 maximum, pour que l'équipe fonctionne bien. Si tout d'un coup, on a une classe, parce que voilà, pour une classe standard, en général, moi j'ai 3 équipes, mais des fois, ça arrive qu'il y ait plus de 18 élèves. Donc, on met 7 personnes dans une équipe et ça va aussi. On trouve toujours des moyens de s'arranger pour ça. Pour les plus grands, pour les challenges, c'est depuis 9 ans jusqu'à 16 ans révolus. Donc, à 16 ans maximum, après, ils ne peuvent plus faire. Ça fait environ de la 6e jusqu'à la 1re du gymnase, en gros. Ok. Et là, ils peuvent aller jusqu'à... Donc, il y a vraiment 3 différentes grandes catégories, en fait. Oui. Il y a vraiment les tout petits, mais ça, j'ai jamais expérimenté. Et puis voilà, pour les challenges, pour les grands, on va dire les secondaires, enfin, fin du primaire, début du secondaire, et puis du secondaire 2, en fait, finalement, c'est 2 concours très différents. Pour les explores, pour les petits, l'accent, il va vraiment être, ça va pas du tout être une notion de compétition. On va leur proposer un challenge, on va leur proposer des découvertes, en fait. Et eux, leur mission, ça va être de faire une maquette avec une idée innovante, de présenter leurs idées, mais il n'y a pas de compétition. On n'appelle d'ailleurs pas ça un tournoi ou une compétition. C'est une exposition. Ça veut dire que les enfants vont venir avec leur maquette, avec leur robot. Pendant quelques heures, ils vont pouvoir présenter au public ce qu'ils ont fait, expliquer. Ça, vraiment, il y a aussi cette notion de partage, de présentation qui est très importante. En fait, ce contact avec l'extérieur, pas rester seulement dans la classe, de s'intéresser au sujet, après de présenter aux gens qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose qui va permettre d'avoir cette ouverture sur le monde professionnel, sur par exemple le monde adulte, qu'on n'a pas forcément l'occasion d'ouvrir tout le temps comme ça en classe. Mais donc eux, pour les petits, ils ont une présentation. Il y a des examinateurs qui vont venir, ce n'est pas des arbitres, ce n'est pas des jurys, c'est des gens très bienveillants qui vont venir voir, ils vont poser des questions, ils vont aussi avoir une présentation à faire à ce jury, entre guillemets, mais ce n'est pas des juges. Mais tout ça vraiment de façon extrêmement bienveillante. Le but, c'est vraiment de mettre en valeur ce qui a été fait. Ce n'est pas de montrer « Oh, mais tu aurais dû faire ça mieux, comme ça, comme ça ». Pas du tout. C'est vraiment « Tu as réussi à faire tout ça déjà alors que tu ne connaissais pas la robotique ». Et c'est vraiment une expérience qui est très, très enrichissante pour ces petits. Certains, ils apprennent juste à lire et à écrire. Et ils arrivent déjà à coder. Donc, il y a toutes les connaissances transversales, en fait, qui viennent là se présenter ton projet. Oser parler, travailler avec ses copains, c'est difficile des fois. Parce que quand la collaboration. On a souvent envie de tous décider un petit peu parce qu'on pense que notre idée, c'est la meilleure. Et puis là, d'apprendre vraiment à collaborer, c'est très, très, très enrichissant. Et qu'ils voient que les idées des copains, c'est aussi chouette et qu'à plusieurs, on trouve des bonnes idées, même simplement pour le nom d'équipe. J'ai un exemple en tête de l'année passée. Une équipe voulait s'appeler les requins, je ne sais plus quoi, et les autres voulaient s'appeler les licornes, donc dans la même équipe. Et ils ont trouvé un compromis, ils se sont appelés les narvals. Donc, c'est un exemple tout chou comme ça, mais vraiment, ça montre cet esprit de collaboration et de trouver des compromis qui est vraiment très intéressante. Ça, c'est pour les petits. Après, pour les grands, c'est différent. Il y a vraiment cette notion de compétition, mais on parle aussi de coopétition, c'est-à-dire de compétition collaborative. D'ailleurs, une des missions des matchs de robots est toujours en collaboration avec l'équipe adverse. Ça veut dire que si on la résout seule, on a tant de points, mais si on est les 2 équipes à la résoudre, on va avoir plus de points. Alors, des fois, c'est juste si les 2 arrivent à le faire, mais par exemple, l'année passée, il fallait discuter avec l'autre équipe. « Ah, est-ce que vous faites cette mission? À quel moment? Parce que si vous la faites à ce moment, nous, on peut la faire. » Donc, vraiment, c'est cette ouverture qui est très intéressante. Mais voilà, chez les grands, il y a beaucoup de bienveillance aussi, mais il y a aussi de la compétition qui met un petit peu d'adrénaline, qui met
qui met Le challenge. exactement cette tension qui est vraiment très palpable quand vient l'heure des matchs de robots. En général, pendant les présentations, tout est encore assez calme, mais dès que les matchs commencent, il commence à y avoir du bruit. Mais Sabrina, j'ai une autre question, c'est en fait, quel est le lien entre toi, l'établissement, c'est-à-dire, est-ce que c'est une activité enfin, scolaire ou c'est du extrascolaire en fait? Alors, on peut faire de différentes manières. On peut faire les deux, finalement. Ça dépend toujours, c'est une question finalement d'organisation. Il y a des équipes, en tout cas, qui participent, je te parle des équipes que je connais. Il y a des équipes qui vont le faire de façon extrascolaire. Ça peut être des clubs de robotique, ça peut être des clubs du mercredi après-midi qui vont faire ça comme activité. Ça peut être vraiment des clubs privés, pas de problème. Ça peut être, à l'inverse aussi, ça peut être dans l'école, comme chez moi, par exemple, c'est sous un cours facultatif. Je l'ai Ok. fait aussi pendant des cours. Au début, je faisais ça pendant les OCOM, donc pendant une option. Comme les options n'étaient proposées qu'aux voies générales, il y a, voilà, les voies prégymnasiales sont venues me dire, mais voilà, nous aussi, on aimerait bien faire. Il n'y a pas la possibilité. Et c'est là que, je suis allée discuter avec la direction. Et l'idée d'ouvrir un cours facultatif pour que tout le monde puisse finalement y participer. Ceux qui étaient dans l'option, c'était à chaque fois qu'un certain nombre d'élèves. Là, ça ouvrait vraiment à plusieurs années. En tout cas, chez nous, ça va de la 8e à la 11e, du coup, comme ça. C'est pas juste une année, un groupe d'élèves. Et les parents dans tout ça, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une demande qui émane un petit peu des parents ou tu as plutôt l'impression où c'est les élèves? Enfin, comment tu perçois un petit peu d'où émane le besoin? Ou peut-être que pas, ou peut-être que c'est encore les enseignants qui sont à proposer. Comment tu vois toi la chose? Alors, j'ai pas eu vraiment l'impression qu'il y avait une demande particulière tant que ça n'existait pas. Par contre, du moment que ça existait, il y a un peu le bouche à oreille qui circule. Et voilà, ça m'arrive d'avoir des téléphones, dire ah, mais où est-ce qu'on s'inscrit? Comment on fait pour s'inscrire? Et voilà, les élèves savent en général quand il y a le renouvellement de l'équipe, on va dire, et ils savent en général où me trouver. Ils savent où est la salle de robotique, souvent la porte est ouverte, ils passent devant. C'est ah, mais moi, est-ce que je peux venir essayer? Et voilà, je peux malheureusement pas me photocopier, mais On aimerait bien des fois se dupliquer, tu sais. exactement. Mais là, on fait le maximum pour offrir le maximum de possibilités en fait aux enfants. C'est simplement une question finalement pragmatique de place, de salle, d'horaire. Parce que en fait, cette année, ton équipe Team BusyBot s'est qualifiée pour représenter la Suisse lors de ce concours. Et la grande finale a eu lieu à Darche, si je ne me trompe pas, Non, en mai dernier. la finale d'art, ça veut dire simplement Deutschland, Österreich, Switzerland. Ça veut dire. Tu sais que je pensais que c'était une région. Non, Bah, merci à de me. Paderborn. Très bien. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter cette équipe, Oui, l'aventure de cette équipe, comment ça bien s'est sûr. passé? Oui, alors c'était à Paderborn en Allemagne. Et en fait, alors personnellement, j'en reviens toujours pas. Hein. C'est entre une succession de chances et puis quand même un petit peu, je pense, de choses qui se sont bien passées. Mais c'est vrai que c'est déjà pour revenir l'année passée, quand on a eu l'année Covid, on n'a pas eu de championnat habituel, on n'a pas pu faire les tournois standards et on a dû les faire à domicile. Et cette équipe-là, j'ai plusieurs équipes, on va dire, sous l'égide des BusyBot, donc l'équipe de Vivi. Et cette équipe-là s'était déjà distinguée par les places qu'elle avait. Enfin, elle s'était déjà qualifiée l'année passée pour une finale, mais c'était pas en live. Enfin, c'était en live, c'était pas en vrai. Donc voilà, il y avait déjà, on s'était déjà dit que c'était un coup de chance l'année passée. Et cette année, rebelote. On arrive au tournoi d'Yverdon et voilà, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont réussi à se qualifier pour les championnats suisses. C'est bien ça, c'est bien. Oui, Représenter la Suisse romande. oui, c'était une excellente surprise, mais c'est toujours assez épatant pour moi de voir ce que ces jeunes arrivent à sortir en fait entre ce qu'on pense qu'on va faire en début de journée de tournoi et ce qui arrive à la fin en vrai, c'est jamais ce qu'on a prévu, jamais. Et là, c'était la surprise du jour en fait. Et donc on a pu aller au championnat suisse.
en Argovie, à Brugg. Et puis là-bas, ben, voilà, le niveau est déjà bien élevé. Et on pensait vraiment pas pouvoir passer le cap. Et de nouveau, je ne sais pas comment on a fait. On a fini 3e. Il y avait 3 places qualificatives. Donc, on était embarqués pour cette finale en Allemagne. Mhm. Après, la finale en Allemagne, ça a vraiment été très difficile parce que c'était vraiment la première fois qu'on avait une expérience avec un niveau de compétence tellement élevé. Les équipes qui viennent donc de toute l'Allemagne, Autriche et Suisse, c'est vraiment certaines équipes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont vraiment, vraiment beaucoup de compétences en programmation, en construction. C'est des fois des équipes privées qui font vraiment, comme certains font de l'athlétisme, eux, ils font de la robotique. Donc, D'accord. nous, on est une équipe scolaire. On fait ça. Les moyens sont peut-être pas non plus les mêmes aussi, hein. Voilà. Ouais. Voilà. Et puis ben là, vraiment, je me suis dit, mon Dieu, mais comment je vais faire pour les coacher et pour aller jusque là-bas? Et finalement, c'est ça qu'il ne faut pas oublier dans la First Lego League. Moi, en tant que coach, je dois les encourager, je dois les guider, je dois les orienter de temps en temps quand je vois qu'ils ne vont pas du tout dans le bon sens, mais je ne dois pas faire leur place. Bien Mhm. sûr, s'il y a quelque chose qui est bloqué, on ne va pas leur dire non, bah, écoute, je ne suis pas là, fais comme si je n'étais pas là, si le programme plante ou comme ça. On va vraiment quand même leur permettre de trouver une autonomie, mais on ne doit pas faire à leur place. Donc voilà, malheureusement, pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu les accompagner en Allemagne. Donc, ils ont vraiment dû se débrouiller tout seuls en plus. Mhm. J'ai pu les coacher à distance, mais ce n'est pas pareil que si on est sur place. Et finalement, ils ont fini voilà, en queue de peloton, mais on n'a pas fini dernier. Enfin, ils n'ont pas fini dernier. Et surtout, si on parle avec eux, ce qu'ils en ont retiré, c'est l'expérience. L'expérience était juste incroyable. Pendant Mhm. 2 jours, c'était 2 jours de tournoi avec des équipes, avec plein d'équipes différentes. Ils ont lié des amitiés, ils ont vraiment vu comment faisaient les autres, comment s'organiser d'autres équipes, et puis d'être dans ce tournoi d'une grande ampleur qui est bien organisé aussi. C'était assez fou comme expérience. Ça donne, Je pense ça, bien. ça a donné très, très envie au reste de l'équipe d'arriver à faire la même chose une fois. Ouais, je pense bien. En tout cas, félicitations à eux. Vraiment, vraiment. Oui, je suis On est très fiers. fière de nous. Ouais, bah nous aussi, on est fiers qu'ils nous aient représentés. Oui, et puis c'est vrai qu'on était la seule équipe francophone finalement. Sur les 24 équipes, on était la seule équipe de Suisse romande. Ça aussi, du coup, il y a eu tout le travail de communication. Comment tu communiques avec les autres équipes, avec Oui. dans quelle langue, etc. C'est C'est chouette, ça, c'est toutes vrai que les. c'est peut-être aussi une des particularités qu'on a en étant en Suisse, c'est que nous, on dépend en fait de l'organisation Hands-on Technology qui est en Allemagne, donc qui Mhm. gère l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Merci. Et comment, Mais comment un enseignant devient comme toi, en fait? Comment un enseignant devient un coach de la First Lego League? Est-ce qu'il y a un formulaire? Enfin, quel est le processus? Parce que j'imagine que vous êtes peut-être aussi à la recherche d'enseignants qui veulent coacher des équipes. Comment ça se passe, en fait? alors en fait, c'est assez simple. Il faut simplement aller sur le site de Hands-on Technology pour la Suisse. Et Mhm. puis, il y a le côté Explore et le côté Challenge. Il faut Mhm. créer un compte simplement, s'inscrire. Enfin, inscrire, on n'est pas obligé d'inscrire toute son équipe, mais s'inscrire en tant que coach. Et après, il y a forcément ça coûte quand même quelque chose en inscription parce qu'il y a des frais d'administration, des choses pour le concours. Chaque élève va recevoir, même s'il ne gagne pas une médaille, ceux qui remportent chaque catégorie reçoivent un trophée. Il y a toute cette organisation aussi, il y a le logiciel, etc. etc. Et puis, il y a aussi, il faut commander en fait un tapis de jeu. Ça Mhm. coûte dans les 150 francs, un tapis de jeu. Il y a le tapis, et puis il y a toutes les missions sous forme de Lego qu'il faut assembler. Et voilà, ça coûte un petit budget. Mhm. Mais suivant les années, il y a aussi la possibilité d'avoir des aides, enfin des aides, des parrainages de différentes Institutions, peut-être, qui exactement, veulent. qui sont en fait, si on regarde sur le site de nouveau de Hands-on Technology, il y a des liens pour ça. Il n'y a pas chaque année pour tout, mais il y en a souvent. Très bien. Et en fait, on n'a qu'à oser finalement. On Mhm. se lance une fois et depuis maintenant enfin, je sais que cette année, ils veulent vraiment le remettre en route, mais justement, Hands-on Technology veut proposer des petites formations pour les coachs qui débuteraient. Souvent, c'est en allemand par contre, ou alors en anglais.
mais qui vont permettre de, voilà, de donner des indications pour comment bien débuter, ce genre de choses. Le mieux, moi, je trouve, enfin, mis à part ça c'est très bien, hein, mais c'est d'aller vers quelqu'un qui fait déjà, de dire hey, « montre-moi voir un peu comment tu fais, j'essaye ou je fais avec toi ». Et puis, c'est comme ça, en fait, que ça marche le mieux, je pense. Donc, en fait, si je résume, tu sais, il y a des enseignants qui peuvent être intimidés par la robotique. Donc, si tu as un type, un conseil à leur donner, ça serait le coaching par des pairs, c'est-à-dire aller vers un autre enseignant qui est déjà là-dedans pour qu'il puisse s'en Je pense, inspirer, je pense que apprendre. c'est le moins effrayant de faire comme Mhm, ça, de dire « Ah, mais en fait, c'est pas si compliqué ». Pour les petits, clairement, même si on n'a jamais fait de robotique, il y a un petit livret qui vient avec, il y a tout qui est fait pour y arriver, pour les petits. C'est vraiment, il y a des propositions d'exploration, il y a des propositions de début de programmation avec soit les anciens, avant c'était les WeDo, et maintenant c'est le Spike Essential. Et vraiment, sur les deux programmes, il y a des possibilités de démarrer de zéro, en fait. Et d'essayer, finalement, les enfants vont chercher, et nous aussi, et c'est super. On apprend au moins, en tout cas, moi, je m'amuse autant que les enfants à chaque fois. En Et fait, il pour y a les le plus double grands, aspect motivationnel. Il y a l'aspect exactement. motivationnel des élèves, mais il y a aussi l'aspect motivationnel enseignant, coach, de vouloir aussi Oui, et découvrir puis, et s'approprier. même nous, entre coachs, on est toujours contents de se voir. Après, je dis pas, le moment du match, on s'occupe chacun de ses élèves, mais on est toujours content, enfin, ses élèves je parle d'élèves parce que moi, c'est mes élèves, mais, ou de ses poulains, on va dire. Mais autrement, c'est rarement, ah non, je te montre pas ce que j'ai fait, c'est un secret. Voilà, on garde toujours un petit peu des petits secrets de fabrication ou bien des petits secrets de programmation parce que voilà, c'est quand même du travail et tout ça. Mhm, Mais c'est plus la porte est plus ouverte sur du partage, on va dire. mhm, Donc, les personnes qui voudraient commencer, venez peut-être à un concours de robotique. Il y en a souvent, c'est fin novembre au CPNV d'Yverdon, en tout cas dans la région romande. C'est pendant les portes ouvertes du CPNV. Et généralement, c'est dans la première ou deuxième semaine de décembre à l'EPFL, au Rolex Center. Donc, c'est à chaque fois annoncé sur les différents sites. Venez voir une fois un concours, c'est la meilleure façon de se rendre compte, poser des questions aux gens. Et vous verrez que finalement, le plus dur, c'est de se lancer. Après, ça va tout seul. Au pire, ça ne marche pas. mhm, mhm. C'est un bon conseil, ça. Sabrina, moi, je pense que j'ai fini. On te remercie pour cette interview pour la communauté Roteco, mais j'aimerais quand même te poser, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Il faut pas hésiter aussi à me dire, en fait, si tu veux qu'on rajoute quelque chose. Alors, je rajouterais volontiers Oui, un petit très bien. détail. Dis-nous tout. Il y a un hashtag en fait dans la First Lego League, c'est Mhm, More than robots, plus que des robots. En fait, c'est vraiment quelque chose qui moi me parle beaucoup quand je fais ça. Bien sûr que je fais ça pour la robotique, mais depuis quelques années, on a vraiment essayé de s'ouvrir sur d'autres équipes. Alors, les réseaux sociaux sont des fois, sont des fois pas toujours très bien. Mais là, dans ce cas-là, on a pu vraiment faire des contacts avec d'autres équipes, notamment une au Japon, avec qui ça fait maintenant 2 ans qu'on correspond régulièrement. Et c'est vraiment devenu, c'est dingue cette histoire. C'est vraiment une histoire d'amitié qui est née de la simple pratique de la robotique. On a commencé à parler un petit peu par nos comptes Instagram interposés de ce qu'on mhm. faisait sur les robots et tout ça. Et on a commencé en fait à parler plus voilà, je sais pas, ce qu'on allait manger ce soir, qu'est-ce qu'on allait faire le lendemain, comment ça se passait l'école chez eux, comment ça se passait l'école chez nous. On a parlé de manga, de bande dessinée d'ici, des échanges culturels finalement qui sont très riches. Certains de mes élèves, quand ils viennent à la robotique, il y en a qui viennent clairement pour programmer le robot, construire le robot, et il y en a qui viennent aussi pour être simplement avec les copains, faire un truc chouette en fait. Et la robotique, ça leur plaît, mais ce qui leur plaît surtout, c'est d'être avec leurs copains, de faire une aventure ensemble, de se dire qu'on va, voilà, il y a des jours, on ne sait pas trop comment on fait, mais on sait trouver une solution ensemble. Il y a des jours, on pète un plomb parce qu'il n'y a rien qui va, parce que le robot s'éteint, parce que le programme ne marche pas, parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Donc, il y a le côté social et le côté émotionnel aussi. Et, Savoir gérer. ouais, et puis le plaisir, en fait, d'arriver à faire quelque chose ensemble.
Et ça, c'est quelque chose, voilà, avec cette équipe qui est à presque À l'autre bout de la Terre. voilà, et ils disent la même chose. Ce qui leur plaît, c'est vraiment, ça permet de trouver ce qu'on a de meilleur à l'intérieur, de leur faire sortir. Et ça, c'est chouette aussi, parce que certains élèves, je parle du côté scolaire, certains élèves, le système scolaire ne va pas forcément leur convenir, parce que c'est des fois trop rigide, ou parce que ça ne va pas forcément leur proposer de mettre en valeur les compétences qu'ils ont. On va dire ce qui est attendu à l'école, sur un banc d'école. Et là, dans ce domaine-là, ils peuvent éclore, en fait. Ils peuvent complètement laisser aller leur créativité, leurs compétences, et certains élèves, ils se révèlent complètement à travers ça. Que ce soit avec de la robotique ou un autre projet, mais là, c'est vraiment la notion d'apprentissage par le projet. On va faire sur le papier, on fait de la robotique, mais en fait, on fait du français, on fait des maths, on fait de l'anglais, on fait même du japonais des fois, on fait de la robotique, on fait de la science, on va aller regarder une centrale électrique, comment ça fonctionne. Le jour d'après, on va aller au CHU, voir comment ils trient les médicaments avec les robots. Encore après, on va regarder, je sais pas, l'importance du sport sur notre corps. En fait, c'est très, très complet. C'est un moteur d'apprentissage qui est absolument fabuleux. Et moi, je suis absolument convaincue de cette approche pédagogique. On fait de la robotique, mais ce qu'il y a derrière, c'est vraiment ultra riche. D'où le hashtag More Than Robots. Exactement. Ouais. Et voilà, moi, je parle pour moi, mais j'adore faire ça. Il n'y a pas une fois où j'ai pas... On le voit, Sabrina, on le voit. Merci de nous transférer ta passion. Non, on le voit. On le voit. Et c'est chouette. C'est chouette d'avoir des enseignants motivés à ce point-là. C'est cool. Et à travers finalement la First Lego League et tout ça, on va être amené aussi à utiliser de temps en temps d'autres robots, parce qu'on a envie d'essayer. Voilà, je prends Timio, notre copain Timio, des fois il a envie d'essayer les missions du tapis de jeu. Alors des fois ça va être le challenge. Ok, on n'a pas le droit d'utiliser des Timio pour ce concours-là. Je voulais encore juste rajouter une chose qui est très très importante, c'est que dans tout ce projet que j'ai fait depuis maintenant 2017, à chaque fois mes collègues, les parents, la direction était derrière moi. J'aurais pas pu faire tout ça toute seule. Les parents, ils sont super compréhensifs quand tout d'un coup je leur vole leurs enfants jusqu'à tard des fois parce qu'on n'a pas fini quelque chose. Mes collègues aussi, de temps en temps, je fais des journées spéciales où je leur pique leurs élèves. Ils sont toujours hyper compréhensifs. Et la direction, elle me supporte à chaque fois de manière mais inconditionnelle. Donc, c'est vraiment hyper précieux de pouvoir travailler dans des conditions comme ça. C'est toute l'équipe qu'il y a derrière qui fait qu'on en arrive là. Donc, il y a la collaboration, on va dire, élève, groupe, team, et il y a la collaboration, on va dire, à un niveau plus macro entre établissements, parents, enseignants et les coachs. Vraiment tout un écosystème qui est derrière, en fait. Très bien. Merci Sabrina, merci du temps que tu nous as accordé. C'était chouette. Je vais juste arrêter l'enregistrement maintenant. Alors, je l'arrête.